Ici Marie-Louise Arsenault, toujours en direct du studio 18 de Radio-Canada à Montréal. À la 60e minute de cette émission, nous accueillons sur ce plateau notre collaborateur, Guillermo Oreano. Bonjour Guillermo. Bonjour Marie-Louise. Chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Guillermo, avec vous, nous allons explorer aujourd'hui la pertinence actuelle de la pensée d'Antonio Gramsci, qui est un journaliste, militant marxiste italien, fondateur du Parti communiste italien, qui a été emprisonné en 1926 par Mussolini, qui a passé 11 ans en prison, puis qui est mort quelques jours après qu'on l'ait libéré en 1937. On lui doit, entre autres, le principe d'hégémonie qui est étudié dans les facultés de sciences politiques, mais aussi les facultés de communication au Canada, notamment. En quoi sa pensée est pertinente actuellement? Elle est hyper pertinente. C'est la pensée antidogmatique par excellence. Gramsci, c'est le grand hérétique du marxisme et il nous prémunit contre les péchés mignons des intellectuels, la condescendance et, hélas, le dogmatisme. Oh, vous avez tellement raison. Merci, Antonio. Merci, Guillermo, pardon. Au lendemain de l'élection de Donald Trump, puisqu'il faut encore en parler, Gérard Baudet, de nombreux journalistes ont fait circuler cette phrase, notamment sur Facebook, sur Twitter, une phrase que l'on doit à Antonio Gramsci: « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à paraître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. » Qui était Antonio Gramsci? Pour décrypter la pensée de ce journaliste que vous ne connaissiez pas, Patrick Sonica, c'est intéressant. Ben oui. Italien, fondateur du Parti communiste italien, emprisonné par Mussolini en 1926 pour conspiration officiellement. Il va mourir en 1937, quelques jours après avoir été libéré, alors qu'il a passé 11 ans en prison. Guillermo Oreano, chercheur au Centre d'études de recherche internationale de l'Université de Montréal, on lui doit, on le disait en ouverture de deuxième heure, ce qu'on appelle le principe d'hégémonie, que tous les étudiants en sciences politiques au Canada, je crois, doivent lire. Vous dites que c'est son œuvre peut-être la plus connue, mais c'est pas à celle-là que vous voulez vous intéresser aujourd'hui. Non, et il faut présenter le personnage d'abord, parce qu'il est extrêmement fascinant. C'est un penseur d'une autre époque, c'est un penseur qui pense la société dans son ensemble, qui pense le passé pour, en quelque sorte, prévoir l'avenir. Et surtout, il faut signaler, parce qu'autrement, on lui fait un grand tort, qu'il pense à la révolution. Lui, il pense, il travaille pour la révolution, pour la grande transformation sociale. Il va aller sur le plancher de bâche, il va travailler dans des ateliers de formation politique pour les ouvriers de Turin, du nord de l'Italie, où il est un journaliste reconnu, où il est un membre du Parti socialiste, où il va être fondateur, mais c'est un activiste très fort. Voilà, en fait, pour le présenter rapidement, il y a dans sa vie 3 moments très marquants. Sa naissance dans une famille très démunie, là, on est en 1891. En Sardaigne, loin de Rome, et son père va passer une longue période en prison. Sa mère doit vendre toutes leurs propriétés. Ils étaient déjà modestes. Il passe une enfance miséreuse, malade. C'est là qu'il contracte une tuberculose qui devient une maladie des os, qui va le marquer à vie. Il sera très petit, bossu, mais mais c'est une vie, là. C'est horrible. C'est horrible. Oui, c'est un roman de Zola. À force de travailler, il va réussir à avoir des bourses. Il va devenir un journaliste jeune et célèbre, très actif pendant ce qu'on appelle en Italie le biennio rosso, c'est-à-dire la période très turbulente où l'Italie pouvait basculer éventuellement à gauche en 1919-1920. Il va créer des journaux, il va créer et animer des hebdomadaires, certains encore aujourd'hui qui font école, comme l'Ordine Nuovo, qui est une sorte de légende dans le milieu des publications italiennes. Et hélas, il fait un séjour à Moscou et pendant qu'il est à Moscou, il connaît une femme, il va avoir 2 enfants. Le second, il ne le connaîtra jamais parce qu'il retourne en Italie. Il a été élu député par en 22, hein? Oui, exactement. Il revient en Italie. Puis, en Italie, c'est Mussolini qui prend le pouvoir. C'est le fascisme, qui s'installe lentement. Et fin octobre, il y a un attentat failli contre Mussolini par un adolescent de 15 ans. Et c'est là la conspiration qui amène Antonio Gramsci en prison. Beaucoup de débats. Est-ce qu'il a été trahi? Est-ce que le PC italien n'a pas préparé sa sortie du pays? Long débat qui demeure encore
encore aujourd'hui ouvert. Il va passer 11 années en prison où il va beaucoup écrire, en fait. Exactement. Des vies militantes tronquées, il y en a eu à la pièce, je veux dire des centaines et des centaines à cette époque, mais lui, il se distingue parce que c'est en prison qu'il va produire, il va avoir une production intellectuelle absolument formidable, c'est les cahiers de la prison qu'il va écrire dans des situations très très difficiles. On l'a mis en prison, le procureur le dit, c'est dans l'arrêt qui l'amène au cachot, il dit pour empêcher ce cerveau de fonctionner pendant 20 ans. Alors, on ne se gêne pas. Ça a le mérite d'être clair. Hein? Donc, on n'essaie pas d'avoir des raisons louables. Pendant 3 ans, on lui empêche d'avoir toute correspondance, de consulter des livres et d'écrire. C'est étonnant qu'on lui ait permis d'écrire plus tard, quand même. En 1929, on lui permet d'écrire une petite correspondance très limitée, très censurée, et on va lui permettre d'écrire, et il va écrire un peu de temps. 33 cahiers, ça fait 2248 pages exactement manuscrites. Il avait beaucoup de problèmes parce qu'il pouvait emprunter des livres, mais il ne pouvait pas emprunter des livres de Marx ou de Lénine. Donc, il va devoir trouver toutes sortes de subterfuges pour éviter la censure carcérale. Il va donner des petits noms des auteurs connus. Il va parler du marxisme au lieu de faire une analyse du marxisme. Il va parler de philosophie de la praxis. Et c'est pourquoi tous les concepts qu'il va utiliser, il y a un léger détournement de sens, mais c'est une œuvre extrêmement innovatrice, incroyablement bien écrite, qui va avoir une vie. L'édition de cette œuvre, on pourrait faire un roman ou un film, parce que ces cahiers, il faut les faire sortir de la prison. Ça, c'est une femme qui va le faire, parce qu'on surveille moins les femmes. Alors, oui, tout à fait, c'est la raison pour laquelle elle a réussi à le faire. Elle a réussi à sortir petit à petit, à l'urgence, à la toute fin, les cahiers. Il y a 33 cahiers qu'elle va passer en douce à un diplomate soviétique qui va les envoyer par valise diplomatique à Moscou. Et c'est comme ça qu'on a conservé, tout à fait par hasard, ou presque. C'est assez ironique quand même, pendant ce temps-là, à Moscou. Terrible, on interdisait aux intellectuels de penser. Il était tellement Gramsci contre tout dogmatisme que, comme le dit très bien Eric Hobsbawm, un des plus grands historiens du XXe siècle, Staline l'aurait carrément assassiné. Il n'aurait pas survécu. Il aurait fini au goulag, en tout cas, c'est sûr. Exactement. Alors, en quoi sa pensée est pertinente aujourd'hui? Il a réfléchi à l'hégémonie culturelle, notamment, au dogme. Vous disiez, c'est quelqu'un aussi qui s'en prenait à la condescendance des intellectuels. Tout à fait. Il s'oppose à toutes sortes de sectarisme, peu importe d'où il vient, et c'est la question, au fond, de la culture qui l'intéresse énormément. Alors, il définit la culture de façon très éparpillée. Ce sont des fragments. Il n'a pas écrit une œuvre consistante parce qu'il n'y a pas d'éditeur, il y a pas de référence. Il sait qu'il se trompe, il cite par cœur. C'est quand même énorme. Il n'y avait pas Google en prison. Non, il n'y avait pas Google. Précisons-les pour les jeunes générations. Oui. Et précisons les choses. Mais il fait une œuvre magnifique. La culture, pour lui, il donne une définition toujours. Le sens est un peu à côté de la définition courante. Il dit la culture, c'est une pratique quotidienne. C'est la manière que nous avons de penser nos comportements encore au quotidien, notre manière de nous mettre en relation avec le monde. Et ce qui l'intéresse particulièrement, c'est comment certaines sociétés arrivent à construire un sens commun, ce qui nous paraît normal, les comportements normaux. Et dans chaque comportement supposément normal, ça l'intéresse tout particulièrement. Il y a transmission d'une relation de pouvoir. Il y a Foucault un peu, non? Il anticipe Foucault. Il anticipe Foucault. Mais lui, il s'intéresse beaucoup au consentement que Foucault ne va pas s'intéresser du tout. C'est le consentement justement qui est au cœur de cette notion d'hégémonie. Il dit c'est pas seulement le pouvoir économique, c'est pas seulement le pouvoir politique, il y a aussi le consentement. Il faut aller le chercher. Il faut aller faire croire. C'est aussi, ça touche le mythe américain. Il faut faire croire à l'ouvrier qu'il va devenir patron. Il faut le convaincre pour qu'il demeure un ouvrier discipliné. Docile. Et c'est ça qui intéresse énormément Gramsci, comment la culture est une usine de sens commun, comment la culture est une usine d'obéissance. C'est ça qui l'intéresse tout particulièrement. Oui, moi j'ai une question qui me vient tout à coup. J'avais jamais pensé à ça, mais je me demandais si Gramsci et Walter Benjamin s'étaient connus. Parce qu'il me semble que l'Allemand Walter Benjamin, comme figure culturelle, est assez proche, en fait, comme figure intellectuelle de Gramsci. Je ne crois pas. Il faudrait que je vérifie parce que les cahiers, c'est quand même 5 tomes chez Gallimard avec des index qui sont incomplets. Mais il ne cite pas des personnes qui pensent
pareils que lui. Par exemple, il ne cite pas, ça j'en suis sûr parce que j'ai vérifié hier, il y a un sociologue américain, des premiers sociologues américains, Thurston Veblen, qui a beaucoup de similitudes avec la pensée de Gramsci. J'ai parcouru tous les index cette dernière semaine parce que ça prend beaucoup de temps quand même. Ben oui. Et il ne fait aucune... Pour Benjamin, il faudrait que je vérifie. Oui. Ils sont assez proches quand même. Oui, c'est vrai. Ben, la dénonciation de l'hégémonie culturelle, Gramsci lisait l'allemand parfaitement. Bon, mais voyez-vous, peut-être qu'ils se sont parlé. Faites donc une enquête, Jean-François Chassé, ça pourrait vous faire un nouveau livre. Je vais créer un comité qui va se pencher sur la question. Wow, ça va prendre du temps, ça. Guillermo, qu'est-ce qu'il dirait de notre monde actuel, Gramsci? Et Gramsci, aujourd'hui, il dirait surtout ce qui l'intéresserait, c'est comment je crois, il se pencherait sur la question de les chaînes de nouvelles en continu, les modèles culturels qu'elles transmettent, qu'est-ce que ça signifie pour la pensée, qu'est-ce qu'Internet signifie aujourd'hui avec un problème que j'ai abordé souvent ici, le manque de pouvoir s'asseoir et penser, réfléchir et lire sans interruption. Je suis sûr que c'est une question qui l'intéresserait énormément. Les propos de plus en plus radicaux des politiciens. On l'a vu dans le débat français. Il est encore l'incapacité de nuancer, par exemple. Lui, c'est le maître de la nuance. Il suffit de lire ses cahiers pour comprendre que la moindre affirmation qu'il fait est extrêmement nuancée et qu'il va développer à partir d'une idée toutes les nuances possibles. C'est absolument extraordinaire de lire ces cahiers. C'est une lecture qui est difficile parce qu'il parle souvent des faits culturels d'avant son emprisonnement. Et donc, d'une culture générale absolument époustouflante. Alors, il faut lire ça patiemment avec un bon dictionnaire à côté pour comprendre, justement, pour un auteur qui fait dans la nuance, toutes les nuances par rapport aux faits culturels de son époque. Il faut faire très attention parce qu'il y a 1001 compilations, 1001 anthologies qui veulent nous vendre un Gramsci qui n'existe pas. Comme il a fait des fragments, des aphorismes, il disait point de repère pour réflexion à venir, parce qu'il veut consulter les livres. Il dit, je peux me tromper dans les citations que je fais par cœur. Donc, les éditeurs ont beaucoup abusé de cela et nous ont donné, par exemple, un Gramsci nationaliste. Il était absolument contre tout type de nationaliste. Maintenant, on veut beaucoup le défaire de tout ce qui est marxiste et révolutionnaire et présenter comme un philosophe du langage. Alors qu'à votre avis, c'est important la révolution, la vision absolument de la essentiel. Ouais. Toutes ces réflexions sont orientées en vue de la transformation sociale. Et ce n'était pas un intellectuel de bureau. Il est allé, comme je l'ai dit tantôt, sur le plancher des bâches. Il est allé former des ouvriers pour qu'ils aient une conscience politique. Ça, c'était son but. C'était de les convaincre de changer leurs habitudes, de changer leur comportement, de voir l'exploitation, de voir à leurs vrais intérêts. Ce n'était pas un penseur pantouflard. Mettons. Voilà. Est-ce qu'il y a une édition de ces écrits en prison? En français, elle est que excellente. Vous conseillez particulièrement? Excellente. C'est l'édition de Gallimard. C'est la seule édition intégrale en français. Toutes les autres compilations, il faut faire vraiment très attention parce qu'il y a un mélange des lettres, des cahiers de la prison, etc., qui ne lui fait pas une faveur. Parce que ça donne une vision justement peu nuancée d'un penseur qu'il est et qui est fortement antidogmatique. Et ces compilations, parce qu'elles sont tous à la soupe de l'éditeur, il faut faire très attention parce que ça peut donner une idée très fausse de la pensée de Gramsci qui est complexe et superbement écrite. La traduction de Gallimard est extraordinaire. Bravo. Alors, Guillermo Orano, on va placer les références de cette traduction spécifique en français des écrits de Gramsci, de Gallimard sur notre site web. Merci beaucoup. Je vous en prie. Avec Marie-Louise Arsenault, plus on est de fous, plus on lit. Sur ici Radio-Canada, première.